Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Est-ce que vous saviez qu'en 2016, un peu moins de 1200 Inuits vivaient dans la grande ville de Québec? Notre invité de cette semaine, Serge Roch, est l'un d'eux. Entrepreneur Innu spécialisé dans la vente d'articles promotionnels et dans l'événementiel, Serge Roch a également été coordonnateur régional jeunesse à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, l'APNQL. Né d'un père allochtone et d'une mère Innu de Pessamit, Serge Roch a grandi tout près de la communauté Wendat de Wendake. La mère de Serge faisait partie de cette première vague d'Innu qui, dans les années 1970, sortait des communautés pour voir le monde. Loin de Pessamit et du Nitassinan, Serge s'est longtemps senti trop autochtone pour sa ville natale et trop blanc pour la communauté Innu où il attache pourtant ses racines familiales. C'est vers l'âge de 14 ans que Serge a fait son choix. Dès lors, il s'assumera pleinement comme Innu, mais restera un pont entre les peuples et les cultures. Au micro de Mathieu Lavigne, Serge Roch nous parle de sa quête identitaire, de l'impact de la crise d'Oka sur son parcours, de sa vision des relations entre autochtones et non-autochtones et de son rapport au territoire. Serge Roch, quoi? Quoi, Mathieu Lavigne, miama? Tanish Panin? Namaste malabul. Est-il, Mathieu, ça va? Pas mal du tout. Serge, on se connaît un peu, ça te va si on se tutoie? Aucun problème. Magnifique. Donc, Serge, tu nous accueilles chez toi, aux limites entre Wendake et Québec. Donc, est-ce que tu peux nous décrire ce qui est autour de nous, ce qui nous entoure? Ben écoutez, pour commencer, oui, c'est certain que j'aurais aimé habiter à Wendake, mais étant donné que je ne suis pas au Wendat et que je ne suis pas sur le registre de la communauté, le registre de bande qu'on appelle, moi je viens de Pessamit, je suis un Innu de Pessamit sur la Côte-Nord, situé à 4h30 d'ici sur la route 138. Donc, c'est pour ça que ma mère a fait le choix logique, au lieu de louer à Wendake, acheter une maison ici, à côté de Wendake. Donc, on est situé à Loretteville, mais maintenant, la ville a été fusionnée. C'est la ville de Québec. Oui. Donc, je reste ici depuis que j'ai 12 ans. J'en ai 47, ça fait 35 ans. Avant ça, mes 12 premières années, je les ai passées à Wendake. OK. Sur la communauté comme telle. Sur la communauté de Wendake, oui. Oui. Et Serge, donc, tu l'évoquais, ta mère a quitté Pessamit pour s'installer. Donc, à Wendake, de ce que je comprends, vous avez acheté ensuite la maison ici. Elle a quitté quoi, dans les années 70, la communauté de Pessamit? Tout à fait, oui. La première vague d'Autochtones qui sortaient des communautés pour s'en aller en milieu urbain aussi, pour travailler, aller à l'école, changer d'heure tout simplement aussi, ou bien tenter sa chance ailleurs. Puis, elle a fait partie des premiers employés aussi du Conseil Atikamekw-Montagnais, qu'on appelle le CAM autrefois, qui était chargé de négocier avec le fédéral et le provincial au nom des Atikamekw. Et des montagnais. Les montagnais, c'est le nom qu'on nous donnait autrefois, mais maintenant, c'est Innu. Oui. Donc, toutes les communautés étaient unies ensemble pour négocier puis tenter de trouver une solution aussi. Fait que, ironiquement, ce bureau-là, il est installé à Wendake, sur le boulevard Bastien, dans la vieille partie de Wendake qu'on appelle le bas du village versus le haut du village et les nouvelles constructions. C'est là qu'on travaillait. Donc, on était juste en face. Ah oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'Inuits à Wendake à l'époque? Première vague, on va dire une quarantaine en tout et partout dans la ville de Québec. Ah oui, dans toute la ville de Québec. Dans toute la ville de Québec, je vais dire 50 dans les années 70. Oui. Tranquillement, progressivement, il y a plus d'Inuits, d'Atikamekw, des Premières Nations en général qui ont sorti de leur communauté pour aller chercher d'autres opportunités dans les milieux urbains. Là, ben oui. partout au Québec. Hey. Ça doit être quelque chose pour ta mère quand même de quitter sa communauté, s'installer ailleurs. C'est un saut quantique. Je veux dire, c'est un saut dans le vide, là. Oui, mais on était rendu là. Expo 67, là, ça commençait ça là. Fait que les années à gogo, let's go, on sort puis on essaye. Là, les Autochtones aussi avaient envie de vivre autre chose que juste la réserve, comme on dit, là, qu'on appelle une communauté aujourd'hui. Là. On avait le goût de développer d'autres opportunités aussi pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Oui. Et Serge, comment s'est forgée ton identité Innu, loin de Pessamit, loin du Nitassinan, dans une autre communauté que celle où ta mère avait ses racines?
Ben écoute, ça a pris du temps. Ça a pris facilement une trentaine d'années, là. Mon père est québécois, ma mère est Innu. Je suis né dans une hôpital anglophone à Jeffrey Hill, à Sainte-Foy, puis j'ai été élevé dans la communauté de Wendake. Donc, tout ça, c'est pas fait en claquement de doigts, là. Ça a pris beaucoup de temps. Je me suis cherché longtemps aussi, là, jusqu'à 6 ans, 7 ans. Je parlais parfaitement Innu ici. Jusqu'à temps que j'aille à l'école, puis je disais à ma mère, écoute, maman, moi, ça me tente plus de parler montagnais, là. Je veux parler français comme les autres qui sont avec moi à l'école. Donc, à partir de là, c'est comme je me suis mis une barrière mentale. Ensuite de ça, bon, je suis québécois, je suis Innu. Je comprenais pas, moi, là, la dualité dans ce temps-là, puis métis, métissage, ainsi de suite. Ouais. Puis quand t'as 10 ans, ben, trouver les forces dans les épreuves qu'on subit ou bien qu'on vit ou qu'on passe au travers, c'est très différent aussi. Ensuite de ça, ben, tranquillement, là, je me suis déchaîné ou bien défoulé ou bien reconstruit aussi à travers tout ce qui est pièces artisanales faites à la main. Oui. Par des artisans, peu importe de quelle nation, mais tout ce qui est traditionnellement fait, là. Fait que c'est là-dedans que je me suis lancé aussi. J'ai adoré l'histoire et la politique, les mythes et réalités sur les premiers peuples. J'en ai appris beaucoup ici par la suite, là. Je me suis forgé mon identité. Ensuite, j'ai choisi mon camp, clairement. Écoutez, j'ai été élevé avec ma mère Innu, avec mon frère Innu. Je commencerai pas à me tordre les boyaux aussi puis à me casser le bessic, comme on dit. Fait que je dis, ben là, tu sais, j'étais Innu. Puis on allait à Pessamit à toutes les fêtes dans le temps. J'allais passer mes étés là quand j'étais jeune aussi. Donc, Serge, c'est ça, une identité Innu qui se construit dans le temps. Serge, je t'ai déjà entendu témoigner de l'impact de la crise d'Oka sur toi, sur ton adolescence. Est-ce que tu accepterais de nous en parler? Ben oui, il n'y a pas de problème. Écoute, la crise d'Oka, là, je sors de l'école primaire, c'est mon secondaire 1. J'arrive à Sainte-Anne-de-Beaupré, au séminaire Saint-Alphonse. Donc, je suis en secondaire 1. Bon, là, on est dans les années 90, début 90. Et là, ben, tu sais, bon an, mal an, j'ai pas de l'air si autochtone que ça. Je ressemble à mon père québécois comme deux gouttes d'eau, là, et non pas à ma mère Innu. Fait que, là, j'essaie d'aller donner un coup de fil. J'étais à l'école là-bas, là. On est en période de soirée, là, on voit les nouvelles, là. Fait qu'à chaque jour, là, c'était les nouvelles sur l'armée canadienne puis les Mohawks, là. Les Warriors, qui appelaient à cette époque-là. Fait que là, moi, je connais pas la cause des Premières Nations. N'oubliez pas, là, j'ai environ 12 ans, là. Secondaire 1. Je connais pas les Premières Nations. Moi, là, la situation géopolitique, les pensionnats, puis ainsi de suite. Je connais le traumatisme intergénérationnel, colonisation. Je connais rien de ces concepts-là à cet âge-là. Fait que là, ben, j'ai vu, il y a un Québécois, un gars de secondaire 5, je me rappelle pas de son nom. Il est venu m'empoigner, là, tu sais. On était dans des places isolées pour téléphoner. Dans ce temps-là, c'était avec des 25 cents et non pas avec un cellulaire. Ouais. Fait que là, il m'empoigne, mais là, je vois ses yeux remplis de colère, de violence, là. Il veut m'étrangler, là. Le gars est en secondaire 5, j'étais en secondaire 1, là, j'étais un minus comparé à lui, là. Fait que là, c'est ma première rencontre violente, vraiment, avec le racisme. Ouais. Mais ça, c'est pas juste passé de ce côté-là. Oui, côté québécois envers les Autochtones, oui, Kawish, ainsi de suite, sauvages, BS, alcooliques. Là, si on les a tout entendus, ceux-là payent pas de taxes. Mais là, oubliez pas, là, fait que moi, je suis un Québécois Innu, là. Fait que là, quand je vais dans ma communauté, on me traite de blanc-bec, puis il faut que je fasse mes classes, là aussi. Fait Quand tu retournes à Pessamit. Tout à fait. Fait que, il a fallu que je me batte sur deux fronts pendant très longtemps dans ma vie, au moins jusqu'à 20 ans facile, là. Fait que j'ai tracé mon chemin. Bon an, mal an, je vais dire. Puis je m'en suis bien sorti, somme toute, quand je regarde ça. Aujourd'hui, au moment où on se parle. Là. Oui, mais oui. Ça m'a renforcé aussi. Là. Oui, mais en même temps, ça laisse des traces, là. Oui, tout à fait. Mais ça m'a permis de construire mon identité, la choisir définitivement aussi. Quand je dis choisir d'être Innu, il n'y a pas de problème. Là, mais tu sais, je suis ouvert à tout aussi aux Québécois. Puis Innu veut dire être humain. Donc, je suis ouvert aux êtres humains d'origine en premier, non pas me refermer sur tout puis généraliser, ainsi de suite, là. Ce qu'on appelle les préjugés et les jugements inutiles là, qui causent beaucoup de problèmes dans nos sociétés, peu importe d'où ça vient. Là. Est-ce que tu dirais que ces tensions et c'est ce racisme que tu as rencontré du côté québécois, est-ce que tu as vécu aussi, quand tu retournais à Pessamit, ça t'a placé dans une situation
pour créer des ponts. En quelque sorte, c'est comme si tu as tellement vécu cette nécessité des ponts que tu as décidé de les créer toi-même. Oui, puis dans ce temps-là, on parlait de pont, oui, mais moi, je parlais plutôt de mettre un canot en rivière puis traverser à l'autre rive. Ça s'appliquait des deux côtés, ça, là, parce que aussi, j'ai accueilli beaucoup d'amis Inuits ici à Québec, là. Oui. Dans mon hood à moi, je vais dire. Mais on est en ville, on est en banlieue de Québec, à côté de Wendake. Ça n'a rien à voir avec des communautés qui sont plus isolées, c'est à 138 ou l'autre, là, dans le parc de la Véranda, et ainsi de suite. Oui, j'ai travaillé des deux côtés, en fait, là. Tout simplement. Fait que ça l'a contribué, mais dans ce temps-là, je me rendais pas compte du travail que je faisais déjà, à cette époque-là, qui me ramène jusqu'à aujourd'hui, en fait, là. On m'appelait le pacificateur, le diplomate aussi, dans le temps avec mes chums, là. Fait que... Ah oui. Donc, est-ce que tu vivais comme situation qui peut être inconfortable d'être un peu entre les deux ou même entre les trois? Là, comme oui, entre les trois. Oui, écoute, un exemple là, qui se déroulait dans un lieu ici à Wendake. Le racisme, il y a plusieurs visages. Hein? Puis on appelle ça aussi des guerres de clochers chez Québécois, même si c'était des Franco-Canadiens, là, le village d'à côté, let's go, on pitch des mottes ou des roches. Écoutez, les Premières Nations aussi n'échappaient pas à cela entre elles-mêmes. Fait que là, j'avais des amis Wendat, vu que j'ai grandi ici, là, puis j'avais des amis aussi à Pessamit. Fait que là, les deux, quand ils se croisaient dans un lieu public, là, tu sais, ça se traitait de tout. Bon, toi, t'as pas de l'air d'un autochtone, t'as de l'air d'un blanc, puis l'autre disait, t'as un BS qui travaille pas, blablabla, ça s'écarrait des deux bords. Donc, moi et mon frère, on regardait ça des deux côtés. Fait que là, nos amis Inuits et Wendat nous disaient à nous autres, là, vous autres, ça compte pas, là, c'est différent, vous autres, là. C'est la première fois que c'était du racisme positif que c'est ça. que j'ai vécu, là, sincèrement. Là. Ah, fait que, ça s'applique un peu partout. Ça, c'est dû à la méconnaissance aussi, à la division. Ça s'appelle le respect aussi de l'humain et de la personne. Puis Dieu sait qu'il en manque pas mal à cette heure quand on regarde tout ce qui se passe à l'échelle provinciale, nationale, internationale et mondiale. Là, c'est rendu quand même spécial. Oui, clairement. On a besoin d'apprendre le dialogue. D'ailleurs, pour toi, Serge, c'est quoi la clé d'un vrai dialogue, d'une vraie rencontre? Premièrement, il faut se parler, de un. Deuxièmement, il faut s'écouter. Troisièmement, il faut se comprendre aussi. Ça, c'est ça l'affaire. Puis l'un ne se fait pas sans l'autre et l'un ne se fait pas en même temps que l'autre, toujours. Il faut être ouvert. Il faut être conscient de qui on est puis qui on va rencontrer, à mon avis aussi. Avoir un minimum d'informations, ça, c'est la base aussi. Je comprends que pour certaines nations, là, je vais parler pour moi, mais ça a dû être difficile de s'ouvrir avec tout ce qui a été subi au niveau historique par les Premières Nations dans leur propre pays aussi, là. Mais on est encore accueillant, on est encore ouvert. Il y a une différence entre être en colère puis aller chercher de la reconnaissance aussi, du pardon et non pas de la revanche. Parce qu'on n'en sortirait pas encore, là. On serait encore en train de tourner tous ensemble, malheureusement. Fait que voici les clés pour moi, le dialogue. Là. C'est être ouvert. On laisse tomber les préjugés, on se donne une chance. On s'informe. On s'informe parce que des fois, c'est pas à cause que... la couverture d'un livre, hein, ça veut pas dire que si elle n'est pas belle, ça sera pas beau ce qui est écrit dedans. Et vice-versa aussi. Là. Le même principe s'applique aux relations humaines. Puis tu as vécu toi-même du racisme, mais malgré tout, tu n'as pas l'air cynique, notamment sur cette question du dialogue ou même de la réconciliation. Comment tu vois ça, cette question-là de la réconciliation à partir de ton histoire de vie? Écoute, c'était mon but premier, mais avant de se réconcilier aussi, c'est bon de se connaître, de se reconnaître en tant qu'Autochtone aussi. Qu'est-ce qu'on a traversé, qu'est-ce qu'on a subi aussi, et non pas jouer à la victimisation, malgré que c'est très difficile aussi, mais c'est regarder à l'avant aussi. Je travaillais pour l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador autrefois j'étais le coordonnateur du réseau Jeunesse des Premières Nations. On a fait beaucoup de travail de base aussi à la racine pour nos nations aussi. Fait que pour être plus fort, il faut se construire avant nous-mêmes. Oui. Ensuite de ça, quand on sera prêt, on sortira de notre communauté, on sortira de la région, on sortira de la province, on sortira du pays, on sortira du continent aussi pour se faire connaître, reconnaître, puis ouvrir le dialogue. Là. Je peux revenir là-dessus aussi. Là. Oui. C'est des grands concepts, là, des gros concepts larges. Ça se fait pas en claquant des doigts, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il faut y croire, en fait. Oui, c'est ça. Puis moi, j'y ai cru, mais ça a été long avant que tout ça se place dans mon esprit, mais finalement, je suis rendu environ où est-ce que je voulais être aujourd'hui. Oui. J'ai fait beaucoup de bien aussi en faisant connaître des organisations non autochtones et autochtones
aux deux côtés aussi, lorsqu'on organisait nos forums jeunesse aussi, on faisait un salon où est-ce qu'on invitait plusieurs organisations aussi à présenter leurs services, autant québécoises qu'autochtones aussi, là, pour présenter des nouvelles choses à la jeunesse des Premières Nations pour qu'elle puisse s'épanouir aussi. Puis, bon, ben, tu sais, ça, c'est des graines que j'ai plantées il y a longtemps, mais qui ont poussé finalement. Là. Il y a beaucoup de ces jeunes-là qui sont devenus des conseillers, des chefs dans leur communauté aussi, des directeurs d'organisations autochtones et autres, là. Fait que, tu sais, je suis plutôt fier de ce résultat. Je comprends, ben oui. Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Serge Roch, quel regard tu poses sur la jeunesse, les jeunesses autochtones, je devrais dire? Ben écoute, il y a de l'espoir, c'est certain. Là, les choses se sont grandement améliorées depuis les 30 dernières années. Par contre, il y a encore des situations socio-économiques qui demeurent très difficiles dans les communautés plus éloignées, là. Ben écoute, c'est sûr que la colonisation aussi, la création des réserves, la loi sur les Indiens, les pensionnats a fait son lot de malheurs qu'on ressent encore jusqu'à aujourd'hui. La transmission intergénérationnelle, le mot existe, là, c'est pas pour rien. D'ailleurs, j'avais fait un travail au cégep il y a déjà 25 ans. Ce mot-là n'était pas encore en vogue. Les mots n'existaient pas, là. Il n'y avait pas la zone autochtone à Radio-Can. Il n'y avait rien de ça, là. Les seules nouvelles qu'on entendait sur les Premières Nations à cette époque-là, là, la grande majorité des nouvelles, c'était du négatif. Ouais. Fait que moi, j'avais compris ça. À partir de là, ça a été un moment marquant aussi au niveau de la construction de mon identité aussi, puis choisir... j'avais pas à choisir, là, mais tu sais... sceller définitivement mon identité aussi en tant qu'Innu. Puis quand tu retournes à Pessamit aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu parce que tu reviens tout juste là, de Pessamit, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu vis quand tu y retournes? Écoute, j'adore aller à Pessamit, ça c'est certain. J'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de dynamisme au niveau développement entrepreneurial aussi pour les jeunes et les moins jeunes. Créer nos propres services sur la communauté au lieu d'aller à l'extérieur, se redynamiser entre nous. Se reconstruire, se renforcer, ainsi de suite, là, puis se soigner entre nous aussi, là. Ouais, pour ensuite de ça, établir des relations gagnant-gagnant aussi avec nos voisins québécois et autres, mais surtout sur la Côte-Nord, c'est des municipalités québécoises, là. Ouais. Mais encore une fois, en termes de proportion au niveau des problèmes socio-économiques, là, on bat malheureusement les tristes records pour l'instant, mais comme je dis, ça s'améliore. À Pessamit. À Pessamit et en général dans les Premières Nations, là, partout au Canada, et ainsi de suite. On évoquait tout à l'heure ta présence en milieu urbain, les Autochtones en milieu urbain, ça sort un peu du folklore ou du stéréotype qu'on a de l'Autochtone en forêt, sur le territoire. Est-ce que tu dirais qu'on arrive de plus en plus du côté des non-autochtones, hein, des allochtones, à avoir une conception un peu plus complexe là, des membres des premiers peuples, un peu plus ajustée? Là? Ben, je dirais oui, pour plusieurs raisons. L'Internet, déjà de un. Les médias aussi ont changé leur fusil d'épaule, leur approche. Là, si on recule il y a 30 ans, là, jusqu'à aujourd'hui, on a fait du chemin en tabarnouche. Puis dans le temps, c'est sûr que, t'enlèves la culture à un peuple aussi, là. OK? Tu défais tout, là. Son tissu social, là, tu défais tout au complet. Ensuite, tu essaies de le reconstruire à ta manière, je vais dire. Les Westerns en sont un exemple parfait dans les années 60, 70, 80 même. Oui, on le voyait avec des plumes, bien entendu, puis ces affaires-là. Puis tu sais, c'était basic, mais c'était ça. Puis on n'aidait pas notre cause non plus quand on a reconstruit nos cultures. Là. Je parle en général, là, je parle pas des Wendat, ni des Inuits, ni autres. Mais on a vécu la vague de l'Ouest, nous autres, là, les powwows. Là, oui, il y avait des rassemblements qui se faisaient autrefois, mais c'était pas sous la même forme que ce qu'on voit chez les Indiens des Plaines. Les Premières Nations, les Autochtones des Plaines, plutôt. Puis ensuite de ça, écoute, je peux en parler des heures, en fait. Les publicités qu'on voyait dans le temps des années 80, là, ces Autochtones, ce qu'on peut voir dans le livre Météoralité, là, les Indiens tête et le gouvernement à lettre. On parle pas juste de folklore, mais on parle de culture aussi, de perception de l'un et de l'autre. Non, avant ça, c'était un massacre. Là. C'est aussi simple que ça. Là. Lors de la crise d'Oka, là, le Canada anglais, mais aussi français, c'est-à-dire au Québec, là, ils se sont rendus compte, OK, il y a encore des Autochtones ici. Là, c'est pas fini, cette histoire-là. Il y a pourtant 630 communautés Premières Nations et Inuits, là,
partout au Canada. On parle d'environ, dans ce temps-là, dans les années 90, peut-être 700 000 individus. Aujourd'hui, les données ont changé. Là. On parlait des records socio-économiques. Là. Ben, on a quand même un bon record. Là. C'est la revanche des berceaux version 2. C'est comme ça. Fait que ça a eu un avantage aussi pour nous. Écoute, ça a tellement changé. Là. Je trouve ça encore lent, mais en tout cas, l'amélioration est là. Ce que tu as vécu à l'école, à l'époque, en 90, c'est peu de chances que ça arriverait aujourd'hui. Ou en tout cas, où un autre interviendrait. Non, ça peut être assez rapide, je vais te le dire. Là. Oui? Ben oui, c'est pas long, mettre le feu aux poudres. Là. Qui sont les peuples les moins appréciés au Canada par les Anglais puis les Français, je vais dire. Oui, c'est vrai. On l'a vu avec la crise des Wet'suwet'en. Regarde, c'est très récent. Vrai. Ça a été très violent, ça aussi. Là. On a des vrai. exemples. Là, il en découle, il y en a plein. C'est pas long, mettre le feu aux poudres. Là. Ouais. C'est très, très rapide à réallumer. Malheureusement, on a un exemple avec Joyce aussi. Là, on a du racisme systémique qui persiste encore au Québec. Là. Je dis pas que tous les Québécois, chaque Québécois est raciste, loin de là. Mais il y a du travail à faire aussi. Lorsqu'on a retrouvé aussi des enfants disparus puis enterrés autour des pensionnats, ça a été balayé en dessous du tapis tranquillement. Il n'y a aucun sujet qui va toffer pendant 1 an ou 2, là, médiatique au bout. Là, peu importe que ce soit la guerre en Ukraine, à Gaza ou autre, il n'y a aucun sujet qui va rester en avant-scène pendant aussi longtemps. Mais là, je pense qu'on a gagné pas mal de capital de sympathie aussi, puis des Canadiens, des Québécois. Je pense qu'on a eu au moins facilement plusieurs dizaines, voire de centaines de milliers d'alliés quand il y a eu ces mauvaises nouvelles-là. Oui. Les gens se sont rendus compte que ça n'a pas d'allure, ça, c'est nos gouvernements qui ont fait ça, accompagnés des organisations religieuses. OK, moi. Il y avait un travail de désinformation qui a été fait depuis aussi loin que je me souvienne. Là, ça date pas de 50 ans. Là, on peut parler de 100 ans, 200. Oui. Donc, amélioration, il y a, mais c'est fragile. Oui, amélioration il y a, mais c'est fragile. Ouais. On le sait, on le voit là, partout sur la planète. Là. C'est pas très long que ça peut changer en quelques semaines, quelques jours. Là. Ouais. Puis la nature humaine, malheureusement, c'est ça, on aurait besoin de... Petit vaccin de rappel, de temps en temps. Tout à fait, c'est ça l'affaire. Oui. Serge, tu es un entrepreneur, tu as ta propre compagnie d'articles et de vêtements promotionnels. En plus, tu travailles dans la gestion événementielle. Tu t'engages sur le terrain dans différents organismes. Bref, tu es un peu partout. Mais dirais-tu que l'entrepreneuriat peut être, pour les personnes autochtones, une voie de réappropriation culturelle, d'indépendance, d'autonomie? Tout à fait. J'en parlais tout à l'heure, là, le dynamisme économique. Bon, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de fierté aussi. Entre nous et pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on va se fermer de nos voisins québécois, québécoises et canadiens, canadiennes. Mais là, il est temps de reprendre le pouvoir chez nous, au moins, pour commencer. Quand je dis reprendre le pouvoir, on peut-tu avoir notre propre garage pour changer l'huile puis les pneus, au lieu d'aller injecter le peu d'argent qu'on peut recevoir dans certaines communautés aussi. Peux-tu réinjecter dans nos entreprises à nous, au lieu d'engraisser celles des autres qui ont déjà profité largement de notre clientèle, là, je pourrais dire. Ah oui? Et ça, dans tous les domaines. Là. Je vais parler pour la communauté de Pessamit, là, les projets, tout est à faire. Là. Oui, on a 5 dépanneurs puis 4 casse-croûtes, là, mais une quincaillerie aussi et quelques autres entreprises en construction et autres. Là. Mais il en manque, là. Il manque de tout. Surtout Pessamit, c'est une communauté assez nombreuse, en plus. Là. Tout à fait. Tout à fait. Là, on parle d'au moins 4500 sur le registre de la bande. Là. Il y en a peut-être 1000 qui restent à l'extérieur, mais on parle d'une population de 3000 personnes qui restent là. La population est jeune aussi. Mais il manque des services. C'est, comme je disais, je répète, c'est pas une question d'argent, c'est une question de fierté, une question de... Regardez, on est capable de faire nos affaires, nous autres aussi, là, puis on est capable de s'organiser. Là. On a été dans la noirceur pas mal trop longtemps. Maintenant, on peut-tu aller chercher du positif pour nous-mêmes et pour nos membres et pour notre nation? Puis aussi, si c'est plus positif chez nous, forcément, les relations avec nos voisins devraient être plus positives aussi, là, parce que là, on ne ferme pas la porte à des partenariats aussi municipaux, régionaux, provinciaux, ainsi de suite. Là, oui. On a tout à gagner, nous autres. Là. De toute façon, on a déjà été défait par un raz-de-marée autrefois, fait que c'est juste la reconstruction. Fait que... C'est ça. Donc, l'entrepreneuriat peut devenir un lieu de résurgence. Là.
Tout à fait. Non. C'est indéniable, ça, là. C'est entreprendre un projet, tu sais, en fait. Ouais. Là. C'est entreprendre quelque chose, c'est construire quelque chose. C'est pas juste tourner vers le côté pécuniaire, comme je disais tout à l'heure. Ah oui. Ça donne une fierté. Tu fais travailler les autres. Tu donnes l'expérience aux autres. Puis là, tous les domaines sont ouverts, si on veut. Puis nos jeunes sont de plus en plus instruits comparativement à ce qu'il y a 20-30 ans, là. Ah oui. On est ailleurs, là. Puis on a une population jeune et, en tout cas, dynamique. Ben oui. Puis, tu collabores entre autres au Festival Coué, donc dans l'événementiel. Tu sais, l'événementiel aussi, c'est un secteur intéressant parce que ça permet aux membres des Premiers Peuples de prendre le contrôle sur le narratif, là, tu sais, de raconter l'histoire à votre point de vue, votre manière. Oui, comme on fait les choses Ouais. pour nous et par nous et pour vous C'est ça. et pour tous. Oui, tout à fait. Serge Roch, il y a l'intellectuel Anishinaabe Jesse Wente, dans une conférence, Jesse soutenait que les membres des Premiers Peuples ont déjà vécu ce qu'il appelle une fin du monde, hein, soit la fin de leur monde, avec la colonisation et ce que ça a impliqué comme choc, comme rupture. Serge, devant les défis actuels, devant un monde qui semble entrer dans une période de profonde transformation, de turbulence, est-ce que tu as l'impression qu'on devrait davantage tendre l'oreille vers les Premiers Peuples, vers leur histoire, leur expérience aussi? Ben écoute, oui, c'est certain là, qu'on parle du côté juste écologique. C'est certain, on parle pas juste des Premiers Peuples ici en Amérique du Nord puis centrale et du Sud. On parle des Premiers Peuples partout sur la planète. Hein? Ceux qui sont aux racines, là, ceux qui sont sur le territoire aussi. Bien entendu, oui, il faudrait tendre l'oreille, mais il n'y a pas grand monde qui écoute, malheureusement. C'est dans notre beau système capitaliste sauvage. Où s'en va-t-on? Il y a des connaissances que les Premiers Peuples peuvent apporter aussi à nos civilisations modernes. Là. Là, je trouve qu'on s'en va trop dans un trash écologique. Là. Ce serait bien de se calmer les nerfs un peu. D'ailleurs, on peut faire un parallèle aussi quand il y a eu la pandémie. Hein, on a vu que Montréal, il y avait des baleines étaient revenues jusqu'en bas. Ouais, les oiseaux, on réentendait des oiseaux à Montréal qu'on avait pas Et entendus ainsi depuis. de suite. Ça n'a pas pris longtemps. Hein? Un petit 3 mois. On est capable de changer puis d'améliorer notre situation si on veut. Mais par contre, il faut s'y mettre tous. C'est pas vrai que chaque pays qui joue au Monopoly pour son hégémonie personnelle puis nationale, c'est impossible que ce modèle-là continue à être viable là, sur notre planète. Là. Impossible. Je nous donne 100 ans, même pas si on continue à ce rythme-là. Fait que oui, tendre l'oreille aux Premières Nations, bien entendu, mais tendre l'oreille, c'est une chose, mais je dirais plutôt tendre la main aussi pour aller chercher et travailler ensemble. Parce que tendre l'oreille, ça veut pas dire que je t'écoute, que je te comprends. Oui, c'est ça. Après avoir écouté, on fait quoi? Oui, ben c'est ça. Fait que, oui, la tangente, moi, je vais falloir faire quelque chose au niveau mondial parce que la date, là, je suis inquiet pour mes enfants, je vais être bien franc. Ouais. Très franc, en fait. Oui, je partage ton inquiétude, mais gardons espoir ensemble. Tout à fait, c'est pas pour rien, c'est pour ça qu'on est là ensemble. Non, il y a du beau, là. Il y a du beau, c'est certain, là. Fait que, tu sais, faut juste pas se décourager, hein, parce que si les Premières Nations s'avaient découragé, on serait plus ici, là, on aurait été... Ben c'est ça. C'est cette résilience-là aussi que fait. les non-autochtones doivent apprendre au contact des Premiers Peuples. Aussi, mais c'est assez étrange de voir aussi la relation entre les Français et les Anglais autrefois, là, dans les années 1700, on va dire, là, tu sais, ça hissait, là, comme un liard, comme on dit, l'eau et le feu. Ouais. Ça a travaillé ensemble, ça n'a pas travaillé ensemble, ça s'est tapé dessus, ça s'est allié durant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Ça fait qu'on voit que, tu sais, même s'ils sont tapés dessus pendant 500 ans, tabarnouche, Français et Anglais ont été capables de travailler ensemble par la suite, donc pourquoi pas nous, tu sais? Quand on est acculé au pied du mur devant des défis colossaux puis qu'on pourrait même qualifier d'insurmontables, l'être humain est capable de faire des super belles choses. Ouais. Comme quand on arrêtait un peu tout le régime, puis pas l'anarchie, mais le rythme de vie tellement effréné. Là, on l'a vu durant la pandémie. Hein, je reviens là-dessus parce que ça fait pas si longtemps que ça. Ça a été un événement marquant au sein de l'humanité. Là. Fait qu'on a vu que les choses peuvent s'améliorer assez rapidement. Ouais. Fait que, oui. même chose. Là. Ben, Serge Roch, Tchiniskeméten, vraiment pour ton accueil, pour ce temps, puis aussi pour ton engagement dans la création de ponts ou dans la création de ce canot qui traverse entre les deux rives. Ouais. Nyaut. Je t'en remercie. Tu me donnes Yamé Mathieu Lavigne. À la prochaine. Yamé.
Un grand merci à l'entrepreneur Innu Serge Roch pour son accueil chaleureux et pour cette entrevue à cœur ouvert. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.